remercier les organisateurs de ce colloque sur le néoconstitutionnalisme qui ont bien voulu m'inviter, en particulier monsieur le professeur Patrick Charlot. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici à Dijon. Et je vais essayer à la fois un peu d'être bref, j'espère, et d'aller directement au sujet concernant la question de l'écriture constitutionnelle, même si je ferai un peu de rappel historique pour comprendre dans quel contexte cette écriture intervient. Pour parler donc de l'écriture constitutionnelle au Niger, je voudrais simplement rappeler que le Niger est devenu indépendant en 1960. De 1960 à 1974, pendant 14 ans, c'était le parti unique. Puis de 1974 à 1991, on va dire 1991, c'est le régime militaire qui a eu une constitution simplement à partir de 89, une constitution qui institue un parti unique. Et en 91, il y a eu la conférence nationale, et à partir de là, il y a eu ouverture politique, démocratie, pluralisme, etc., etc. Et donc, la première constitution démocratique au Niger a été adoptée donc le 26 décembre 1992, soit une année après la conférence nationale. De 92 à aujourd'hui, le Niger a eu à expérimenter au moins 4 constitutions. De 92 à aujourd'hui, il y a eu 4 constitutions. Et donc, je voudrais articuler ma présentation orale au moins, parce que la présentation écrite, donc les organisateurs, je les remercie, on les rendra plus tard. Pour faciliter la compréhension, je voudrais l'articuler autour de questions. Je pense que je vais l'articuler autour de 5 points. Le premier point, c'est pourquoi l'écriture des constitutions. Le deuxième point, qui initie l'écriture des constitutions. Le troisième point va porter sur quel organe ou quelle institution est chargée de mener cette écriture constitutionnelle. Le quatrième point sur lequel je veux vous entretenir, ce sont les points saillants, les points clés, les points de discussion qui se sont retrouvés souvent lors des écritures de ces constitutions, parce que contrairement à d'autres pays, nous avons eu, comme je vous l'ai dit, 5 constitutions depuis 1992, et puis des actes transitoires. Donc je vais vous faire, concernant les points saillants, et enfin je vais essayer de tirer rapidement quelques conclusions générales sur ces questions d'écriture. Alors pourquoi l'écriture des constitutions? Merci. Cette écriture est essentiellement liée à l'instabilité politique qui a résulté du processus démocratique. En 1992, nous avons une constitution qui a institué un régime de type semi-présidentiel. Malheureusement, le système électoral a fait en sorte qu'avec la proportionnelle pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le résultat c'est qu'aucun parti n'est majoritaire. Ils sont obligés de faire des coalitions. Et au bout de 2 ans de règne, à partir de 1992, il y a eu une crise au sein de la majorité. Et la crise a produit une cohabitation à la française, donc entre 1995 et 1996, entre le Premier ministre et le président de la République. Cette cohabitation a été tellement conflictuelle, tellement intense, que cela aboutit au premier coup d'État militaire, on va dire de l'ère démocratique dans l'espace francophone, le 27 janvier 1996. Donc, coup d'État, suspension de la Constitution de 1992, les militaires rédigent un acte transitoire et on rentre dans le processus d'élaboration d'une constitution. La constitution de 1996, elle a été adoptée en mai 1996. Ça, c'est la première constitution. Cette constitution aussi a été mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on a organisé les élections présidentielles en 1996. L'auteur du coup d'État est devenu candidat aussi à cette élection. Il a remporté l'élection avec 52%. Les partis d'opposition ont contesté en disant que c'est un hold-up électoral. Ça m'est suivi une crise, une contestation pendant 3 ans, de 1996 à 1999.
Puis un autre coup d'État militaire le 9 avril 1999. Le président est malheureusement assassiné, le chef de la junte militaire élu est assassiné. Donc, suspension de la Constitution de 1996, édiction d'un acte transitoire par les militaires encore une fois, et on rédige une nouvelle constitution en août 1999. La constitution d'août 1999 produit des élections démocratiques, un président est élu, tout se passe bien de 1999 jusqu'en 2009, puisque le président a été élu en 1999, il a eu un premier mandat de 5 ans jusqu'en 2004, il a eu un second mandat jusqu'en 2009, donc 10 ans, et normalement en 2009, on devrait organiser des élections avec la limitation des mandats. Sauf que à partir de mai 89, le président décide de modifier, en tout cas de trouver un moyen pour changer la Constitution et s'octroyer un autre mandat, un troisième mandat. Alors lui, il n'a pas révisé la Constitution, il a estimé qu'il faut faire une nouvelle Constitution. Donc pour cela, la Cour constitutionnelle s'est opposée à la procédure en disant que le président ne peut pas faire un autre mandat puisque la Constitution du Niger verrouille la limitation des mandats. Il y a des articles qui ne peuvent pas faire l'objet de modification, contrairement à d'autres pays. Mais le président a forcé, il a dissous la Cour constitutionnelle, il a institué les pouvoirs exceptionnels, un peu comme l'article 16 de la Constitution française, et il a organisé un référendum pour adopter une nouvelle Constitution. Donc cette nouvelle Constitution a été adoptée en fin 1999, en août. Il a fait ce référendum le 4 août, et il s'est octroyé dans la Constitution, dans les dispositions transitoires de la Constitution, un mandat de 3 ans, sans qu'il soit élu. C'est-à-dire que de 1999, les élections sont prévues seulement 3 ans après. C'est une disposition transitoire. Malheureusement, la Constitution, ça n'a pas duré plus de 6 mois. Il y a eu un coup d'État militaire le 18 février 2010. Et donc, suspension, encore une fois, de la Constitution et processus d'élaboration d'une nouvelle Constitution, celle qui est actuellement en vigueur. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'occasions de rédiger de nouvelles constitutions au Niger. C'est l'intensité des crises politiques ou la volonté de contrôler la Constitution qui explique donc ces occasions de réécrire les constitutions. Qui initie l'écriture des constitutions? À l'exception donc de la première constitution de 1992, qui a été fixée, dont les grandes orientations ont été fixées par la conférence nationale. Donc à l'exception de cette constitution, toutes les constitutions du Niger, quand vous les prenez, vous les lisez, en bas, à la fin de la constitution, qui signe, c'est toujours soit le colonel, le général, le commandant, c'est toujours des jeunes militaires. C'est-à-dire c'est parce que les jeunes militaires sont c'est sous le règne des jeunes militaires que les constitutions sont adoptées. C'est un élément très important à retenir. Donc, ça veut dire que finalement, à part, on n'a pas pu encore avoir au Niger depuis 1992 une transmission de pouvoir entre un président élu et un autre président élu, sans qu'un coup d'État n'ait lieu ou sans qu'un militaire prenne le pouvoir. Donc, vous voyez, ce sont des successions un peu chaotiques avec des intermèdes militaires, de 1992 à aujourd'hui encore. En 1999, on aurait pu, puisque le président a fait son mandat de 10 ans, malheureusement, il a voulu tordre le cou à la Constitution. Les militaires sont intervenus, donc il n'a pas pu transmettre, il a été emprisonné, et donc une nouvelle transition est née. Donc, par contre, donc, ce qu'il importe de relever, c'est que à l'exception de 1996, où le chef de la junte militaire a tenté donc de faire un passage en force, tous les autres coups d'État militaires, les militaires ont facilité le processus de démocratisation. Ils ont été assez ouverts pour la rédaction de la Constitution. Ils n'ont pas voulu imposer des choses, ils ont associé les partis politiques à tout le processus. Ça a été des élections assez ouvertes, en tout cas des processus de transition assez ouverts. Les partis politiques, la société civile, donc
les militaires n'avaient pas un agenda particulier, un intérêt particulier dans le processus. Ils n'ont pas essayé de s'immiscer. Concernant d'ailleurs la dernière constitution qui a été adoptée le 31 octobre 2010, les militaires ont institué ce qu'on appelle un conseil consultatif national, une sorte d'assemblée qui est représentative de toutes les couches du pays, mais qui n'est pas élue, mais en tout cas qui est assez consensuelle. Et donc, ils ont laissé carte blanche aux partis politiques, à la société civile pour faire des propositions. Le troisième point, donc, qui me permet de faire la transition, je vais vous parler rapidement des organes qui ont été mis en place pour rédiger les constitutions. Toutes les constitutions ont été rédigées par des comités constitutionnels ou une assemblée de transition. Ces comités, à part la dernière constitution de 2010, ont été souvent composés d'experts juridiques qui ont travaillé on va dire un peu en cercle fermé, y compris avec les partis. Je veux dire, le processus n'a pas été forcément très ouvert, et vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai du point concernant les éléments saillants. Il y a eu des consultations au niveau des régions, il y a eu des consultations pour voir à peu près qu'est-ce que les gens souhaitent mettre dans la Constitution. Mais ça a été essentiellement des comités d'experts, des comités de juristes, des comités de magistrats, sachant que le Niger, compte tenu du fait colonial, c'est une des dernières colonies françaises à être dotée d'écoles, c'est un des derniers territoires même, je dirais, à être colonisé à la fin des années 1890. On a eu une fac de droit, je crois, seulement à partir de 1978, et on ne formait les gens qu'à partir de la maîtrise. Donc, du coup, et pendant le régime militaire, tous les cadres ne pouvaient pas aller au-delà du doctorat, c'est-à-dire les gens s'arrêtaient au niveau de la maîtrise, c'est très important. Les gens faisaient de la maîtrise en droit, ils devenaient souvent des magistrats. Donc, il fallait une autorisation spéciale, une délégation spéciale du chef de l'État pour faire un doctorat. Ce qui fait que finalement, le Niger n'avait pas, je vais dire, un corpus de doctrine aussi élaboré qu'au Bénin ou au Sénégal. C'est ce qui n'est pas négligeable. Et donc la faculté de droit elle-même n'était pas dotée de beaucoup de fonctionnalistes, surtout que sous le régime militaire aussi, la question constitutionnelle n'était pas vraiment à l'ordre du jour au fond. Donc ça explique aussi, je ne dirais pas la faiblesse des débats ou des enjeux dans le cadre de la rédaction de ces éléments de constitution. Ce qui s'est passé, c'est que l'essentiel des innovations, quand une crise survient et qu'il y a un coup d'État qui intervient après, le travail du comité constitutionnel est simplement de tirer les leçons de la crise précédente. Un exemple, en 1996, il y a eu donc la crise de la cohabitation, et donc dans la constitution suivante qui a été élaborée, ils ont aménagé les choses de sorte que, en disant en cas de cohabitation, le président de la République nomme, normalement c'est un régime présidentiel, le président de la République donne son avis sur la nomination du ministre de la Défense et des Affaires étrangères, parce que ce sont des compétences partagées. Donc chaque fois qu'il y a une crise, on essaie de tirer dans la constitution suivante les leçons, on essaie un peu de réécrire. Ça c'est un élément à retenir. Un autre élément à retenir sur la question de l'organe chargé d'élaborer la constitution, c'est que la dernière constitution a été élaborée pendant à peu près, on va dire, 3 à 4 mois au niveau du comité consultatif national qui était composé de 120 membres, y compris les représentants des partis politiques, comme je vous ai dit, et de la société civile. Les débats étaient retransmis en direct à la télévision et à la radio. Donc tout le monde pouvait suivre qui disait quoi sur tel point. C'était absolument ouvert. Et donc il n'y avait pas de questions taboues. Et donc, cela m'amène au 4e point, pour vous parler des points saillants
des points clés qui ont été abordés durant cette période de 92 à aujourd'hui. Un des points qu'on peut relever déjà, c'est le point concernant la séparation de l'État et de la religion. Depuis 92, au Niger, la question de la séparation de l'État et de la religion a été un vrai débat, même s'il n'apparaît pas vraiment sur la scène publique. En 92, on a copié, on va dire, la Constitution française en disant que l'État et la laïcité de l'État. Il y avait le mot laïcité de l'État. Et je crois qu'une des premières saisines en 92, une des premières saisines de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, donc concernant la question du contentieux constitutionnel, c'est une saisine effectuée par une association islamique qui contestait donc le référendum du 26 décembre 92 en disant qu'au Niger, il y a presque 100% de musulmans et qu'il n'est pas normal qu'on dise que l'État est laïque. Donc c'était vraiment un point. Et ça a été toujours un élément qui a pesé sur les partis politiques, parce que vous savez, les partis politiques vont en campagne, dans les campagnes, pas seulement chez les élites. Et donc, quand on vous dit que vous êtes contre la religion, donc c'est un vrai problème. Donc les politiciens n'osent pas se prononcer. Et donc en 96, quand il était question de rédiger la Constitution en 96 et même en 99, le mot laïcité a disparu de la Constitution. On a trouvé un compromis en disant la séparation de l'État et de la religion. Et donc jusqu'à présent, c'est une vraie bataille, c'est un des points clés. Et d'ailleurs, en 99, on a réussi à instituer dans la Constitution le serment sur le livre saint. Voilà, sur le livre saint. Par exemple, le président prête serment sur son livre saint. Donc, comme la plupart des présidents sont musulmans, ben, il prête sur le Coran. Et en 99, quand le président voulait changer la Constitution pour faire un troisième mandat, les gens lui ont dit mais vous avez juré sur le Coran que vous ne pouvez pas modifier la Constitution. Et donc dans la représentation populaire des gens, c'est que quand vous jurez sur le Coran et que vous le violez, mais c'est, je vous laisse imaginer le truc. Donc ça, je voulais souligner ce point de débat sur la religion. Le deuxième point, c'est la forme du pouvoir exécutif. De 92 à maintenant, le régime a été toujours semi-présidentiel. Président, Premier ministre élu, enfin désigné au niveau de la majorité parlementaire, et en l'absence, encore une fois, d'un parti majoritaire. Sauf en 96, quand le chef de la junte s'est présenté lui-même comme candidat, et là c'était un régime présidentiel. Ça, c'est un point qui divise aussi la classe politique, parce que certains pensent que c'est le système semi-présidentiel qui est aussi à la base de l'instabilité, puisque les coalitions peuvent changer à tout moment. La preuve, le président n'est pas en cohabitation, c'est vrai, mais il y a une crise entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, et on est dans un régime semi-présidentiel, même si le président a la majorité. Ça veut dire que c'est une source peut-être de tension, mais compte tenu du fait que jusqu'en 99, les leaders politiques qui pouvaient aspirer à présider au destiné du pays, il y avait 2 ou 3 prétendants qui étaient un peu plus jeunes. D'ailleurs, c'est l'actuel président de la République et l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais voulu que ce ne soit pas le régime semi-présidentiel en faisant des calculs simples en disant bon, si je ne suis pas président de la République, je peux être président de l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment un système comme ça, en se disant bon, on va essayer de jouer. Et donc ça, c'est vraiment un des points qui constitue aussi un point de clivage. Le troisième point, c'est la question du respect des décisions de la Cour constitutionnelle par le président de la République ou par les autorités. En 1996, pendant la crise de cohabitation, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Niger a eu à rendre une dizaine de décisions. Et certaines de ces décisions n'ont pas vraiment été appliquées ou mises en œuvre. Parfois, quand la Cour rendait une décision donc pour arbitrer le conflit entre le président et le Premier ministre, par exemple sur la convocation du Conseil des ministres, ou sur la présidence du Conseil des ministres, ou sur la nomination des hauts fonctionnaires de l'État, et bien parfois, l'un ou l'autre des acteurs, soit le président ou le Premier ministre, renvoyait la copie à la Cour en disant essayez de m'interpréter votre décision. Vous avez rendu une décision, mais je souhaite que vous m'expliquiez un peu ce que vous voulez dire. Donc là, dans les constitutions du Niger, on a mis en place une disposition qui renforce l'autorité des décisions de la Cour constitutionnelle en disant par exemple que le refus du président de la République
de respecter une décision de la Cour constitutionnelle constitue un manquement à ses obligations, ça constitue une autre trahison, quelque chose comme ça qui peut donner lieu à une sanction par la Cour. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément assez important aussi. Donc un renforcement donc, de l'effectivité des décisions de la Cour. Un autre point toujours concerne la protection de la Constitution elle-même. Au fur et à mesure donc, des constitutions de 92 à maintenant, on a renforcé l'élément concernant ce qu'on appelle le verrouillage de la Constitution. C'est-à-dire la Constitution du Niger est complètement verrouillée. Il est difficile de modifier certaines dispositions, notamment par exemple la question du mandat du président de la République ou la question des partis politiques, etc. Mais surtout la question du mandat du président de la République. Le nombre et la durée du mandat ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Même par voie de référendum. C'est-à-dire qu'on a renforcé ce point-là, parce qu'on se dit toujours que, comme l'a dit le président Dossou, le pouvoir un peu annule, et donc les gens ont toujours envie de... Disant, peut-être ça passe vite, et les gens se disent encore ils ont de la force pour vouloir faire notre mandat. Donc la Constitution est complètement verrouillée. Et à chaque crise, on reverrouille encore davantage ce point-là. Et c'est pour ça qu'en 1999, on a verrouillé la Constitution exprès parce que ceux qui étaient, y compris des proches du président, se disaient, c'était un calcul très intelligent, ils se disaient, bon, le président il va faire 10 ans, mais moi je suis avec lui bien sûr, mais notamment c'est le cas du Premier ministre de l'époque, dans 10 ans donc je pourrais aspirer en 2009 à être candidat à la présidence. Et pour ça je vais verrouiller la Constitution de sorte qu'il n'y aura aucun échappatoire. Et c'est arrivé, il n'a pas pu y avoir d'échappatoire. Quand le président voulait modifier la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé a annulé le décret donc, par lequel il voulait organiser le référendum. Et ensuite, le président n'ayant aucune issue, a purement et simplement dissous la Cour constitutionnelle. Dissous. La dissolution. Il a appelé la présidente de la Cour, il a dit bon voilà, vous êtes dissous. Voilà, le matin, vous êtes dissous. Eux, ils ont pris leurs affaires vers 11h midi, ils sont partis. Et ensuite, mais ça ne suffisait pas. Ensuite, il a édicté, il a pris sur la base de l'article de pouvoir exceptionnel, il a pris des dispositions pour nommer de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Parce que dans la Constitution de 1999, le président ne pouvait nommer qu'une personne à la Cour constitutionnelle. Le reste des membres sont nommés, ils sont au nombre de 7. Il y a deux qui sont nommés par les magistrats, il y a un qui est nommé par le président de la République, il y a un qui est nommé par le président de l'Assemblée nationale, il y a un qui est nommé par les associations de défense des droits de l'homme, et il y a un dernier qui est nommé par les avocats. Les avocats. Donc, finalement, la Cour est assez représentative, elle est assez indépendante, les membres viennent de plusieurs institutions qui elles-mêmes considèrent qu'elles sont garantes de la démocratie. Donc, du coup, le président n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Les deux derniers points sur lesquels je voulais donc parler, c'est concernant donc les points à retenir au niveau de la Constitution, c'est la question les questions économiques qui dans la dernière Constitution ont pris un pas en 2010. Ce sont les questions liées aux mines, aux industries extractives. Parce que comme vous le savez, le Niger c'est un pays producteur d'uranium et puis il y a beaucoup de ressources du sous-sol et puis une partie de la classe politique, de la société civile en 2009 pense d'ailleurs que la volonté du président Tanja de prolonger son mandat, de faire un troisième mandat est liée au fait qu'on a du pétrole, on a une raffinerie de pétrole, il y a de l'uranium avec Areva, et donc il y avait beaucoup de ressources qui arrivaient, et il y avait eu des contrats aussi, des affaires de corruption. Donc on a institué dans la nouvelle constitution le fait que les contrats miniers, les contrats pétroliers et autres doivent faire l'objet de publication intégrale dans le journal officiel pour qu'on puisse voir les termes de discussion. Au Niger, il y a des ONG assez importantes qui étaient d'ailleurs dans le processus constitutionnel, qui étaient impliquées et qui sont très actives, qui ont estimé qu'il faudrait qu'il y ait de la transparence concernant ces industries et concernant les ressources aussi que les industries génèrent pour que, évidemment, des personnes ne puissent pas s'en accaparer dans le cadre de la bonne gouvernance, on va dire. Et enfin, l'un des derniers points, c'est la question des amnisties. Comme je vous avais dit, il y a eu 3 coups d'État. Et donc, à chaque coup d'État, il fallait évidemment
qu'il y ait de l'amnistie, parce que souvent quand il y a les coups d'État, il y a des victimes souvent, c'est vraiment on tire, il y a des attaques, on prend le palais présidentiel, et donc en même temps il y a le droit, donc les gens ont la liberté de porter plainte, des familles, soit de soldats ou de gens qui étaient de passage, qui ont été tués. Donc les militaires, en 96, en 99 et en 2010 ont institué des amnisties concernant les faits liés au coup d'État ou aux éléments connexes. Donc ça aussi, il y a parfois une partie de la classe politique qui a estimé qu'on n'avait pas à amnistier les militaires, que c'est un encouragement pour les coups d'État. Et donc voilà, les amnisties font d'ailleurs en sorte qu'on ne puisse pas faire des investigations ou indemniser les familles des victimes. Donc voilà un peu les points. Je regarde en même temps ma montre. Oui. Voilà un peu les points saillants. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ce sont les principaux. Et donc, la leçon à tirer finalement de tout ça, de tous ces éléments, c'est que ça donne l'impression évidemment que c'est un peu chaotique, évidemment. Ça donne l'impression que la démocratie ne fonctionne pas, évidemment, parce qu'il y a quand même de la violence, il y a des interruptions, il y a des coups d'État, il y a des constitutions qui sont suspendues, etc. Évidemment, ça c'est vrai. La première leçon que je tire, c'est que la classe politique nigérienne, globalement, c'est souvent les mêmes élites, les mêmes acteurs clés, depuis 92, qui tournent, soit président, opposant, etc. Je pense qu'ils n'ont pas tiré les leçons de la nécessité d'avoir des compromis. Même s'il y a des institutions qui ont été créées, qui font le dialogue politique, il y a toujours des luttes intenses au niveau politique et qui souvent ne sont pas réglées par le droit, et qui sont réglées souvent par l'arrivée des militaires qui estiment toujours souvent que il y a une crise grave qui menace l'unité du pays, qui risque de guerre civile, donc ils interviennent. Ça, c'est un élément important. Le deuxième point que je retire, c'est que les constitutions me paraissent aussi comme souvent des œuvres inachevées. Inachevées pourquoi? Parce que chaque fois qu'une nouvelle constitution est rédigée, au bout de quelque temps, on se rend compte qu'il y a des éléments qui manquent, qui ne sont pas complétés et qui font qui ouvrent les brèches justement de conflit. Et il suffit que la Cour se dise incompétente ou qu'on estime qu'une loi n'a pas été prise pour que la crise puisse s'aggraver. Ça, c'est un élément important. Ça veut dire qu'il est important, de ce point de vue-là, d'imaginer des mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des constitutions pour que souvent, de temps en temps, qu'on puisse faire le point et voir de manière consensuelle sur quel élément il faut agir, sur quel élément il faut compléter. Mais ce que je tire aussi, c'est que toutes ces crises démontrent aussi le fait que l'attachement des citoyens, des forces politiques, de la société civile à la Constitution. Parce qu'au fond, y compris des militaires eux-mêmes, même quand ils prennent le pouvoir aussitôt, leur souci c'est de restaurer l'ordre constitutionnel, c'est de restaurer la démocratie. Ça veut dire qu'il y a un attachement important à la Constitution et que les gens n'acceptent pas, que les citoyens n'acceptent pas que la Constitution soit violée ou qu'une personne s'en accapare. Donc l'idée de la démocratie est vraiment ancrée au Niger. Quand je compare avec d'autres pays que je ne citerai pas, où il y a une sorte de stabilité, de long fleuve tranquille, ça veut dire que le Niger est en train d'expérimenter des épreuves, de faire preuve de, disons, ça fait partie de ce que j'appelais la difficulté de la construction de l'ordre constitutionnel. Et ça fait partie aussi du fait que, malgré toutes ces crises, il y a encore des efforts à faire au niveau des élites en particulier pour que la culture constitutionnelle, qui est pour moi aussi une culture de la tolérance et de l'acceptation de l'autre et de la relativité des forces. Donc il faut que la culture de la tolérance reste un grand projet à mettre en œuvre concernant le Niger, concernant les élites, parce que finalement c'est un échec finalement aussi de cette culture, puisque malgré qu'il y ait une constitution, malgré qu'il y ait un jeu politique encadré, c'est toujours les militaires, ce n'est même pas la Cour constitutionnelle, c'est toujours les militaires qui arbitrent le jeu, qui heureusement arrêtent le processus, mais remettent en jeu les choses sans exclure une partie ou l'autre. Mais le risque qu'on court, c'est qu'à un moment, les militaires peuvent estimer qu'une classe politique a failli et qu'elle n'a plus le droit de se représenter. En 2010, il y a eu une jeune militaire qui s'est divisée d'ailleurs en deux. Il y a une partie de la jeune qui estimait que la crise est liée au fait que la classe politique n'a pas été
capable d'assumer ses responsabilités et qu'il est peut-être temps de les mettre de côté. Tous ceux qui ont été présidents, premiers ministres et autres, par exemple, ne vont plus être candidats aux élections. Donc, s'il y a une nouvelle crise, ce qu'on ne souhaite pas, et si cette crise s'aggrave, ce n'est pas exclu qu'on arrive à une situation comme ça, où les militaires vont dire, bon, les civils ont échoué, ils sont responsables de la situation. En tout cas, nous espérons que les choses vont aller de l'avant, progresser, et nous espérons aussi que la culture constitutionnelle va finalement imprégner donc les pratiques démocratiques et au Niger. Je vous remercie. Bon, je remercie M. Abdourahmane.